Donc, nous allons maintenant écouter Louise Maléco, qui va nous parler des outils de l'UNESCO pour protéger le patrimoine culturel et lutter contre le commerce illicite. Alors, Louise Maléco est spécialiste de programme à l'UNESCO, où elle contribue au secrétariat de la Convention de l'UNESCO de 1970, en se concentrant sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Elle est par ailleurs avocate inscrite au barreau de New York et son travail à l'UNESCO consiste à collaborer avec les États membres, les professionnels du droit et les agences chargées de l'application de la loi afin d'améliorer la coopération internationale et de renforcer les cadres juridiques internationaux. Je lui laisse donc la parole. Merci. Bon, je suis loin d'être une spécialiste des livres anciens, malheureusement, mais je remercie ILAB qui m'a invitée aujourd'hui pour vous présenter l'organisation de l'UNESCO, les outils et ses activités mis en place pour protéger le patrimoine mobilier et lutter contre le trafic illicite. Donc, pour ceux qui ne connaissent l'UNESCO que par les inscriptions du patrimoine mondial, l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui a été créée en 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Sa mission peut se résumer par les premiers mots de son acte constitutif qui stipule « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Ainsi, l'UNESCO contribue au maintien de la paix en renforçant par l'éducation, la science et la culture la collaboration entre les différentes nations. L'UNESCO, il faut le dire, est aussi la seule agence des Nations Unies qui a un mandat spécifique pour la protection du patrimoine mondial sous toutes ses formes. Donc vous pouvez voir à l'écran, on a la Convention de 1954, la première convention internationale qui a été élaborée pour protéger le patrimoine en temps de conflit armé, puis la Convention de 1970 sur laquelle je reviendrai, qui est là pour protéger le patrimoine du trafic illicite. Enfin, ensuite la Convention de 1972 que vous connaissez, qui est la Convention du patrimoine mondial, la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine subaquatique, qui traite également de la problématique du trafic illicite, mais qui ne vous concerne pas vraiment. Ensuite, la Convention de 2003 sur le patrimoine immatériel et enfin la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. En plus d'avoir ces différentes conventions internationales, les États membres de l'UNESCO adoptent des déclarations et des recommandations pour protéger le patrimoine mondial. Donc, la dernière en date, c'est la Déclaration Mondiaculte 2022, qui a été adoptée par 150 États membres et qui reconnaît la culture comme un bien public mondial. Et ainsi, par cette déclaration, ces États se sont entendus sur une feuille de route commune pour renforcer les politiques publiques dans le domaine de la culture. Pour en revenir à la Convention de 1970. Donc, c'est le premier traité international conçu pour protéger le patrimoine mobilier en temps de paix. Cette convention a ensuite inspiré différents instruments internationaux pour lutter contre le trafic de biens culturels, comme la Convention d'Unidroit de 1995, mais aussi on a entendu les principes de Washington. Donc cette convention de 1970, elle a été ratifiée par 145 États et en fait elle permet d'offrir un cadre commun pour que les États puissent prendre des mesures efficaces pour lutter contre le trafic de biens culturels. Elle n'est pas directement applicable, c'est-à-dire que les États ont dû mettre en œuvre des législations nationales pour mettre en œuvre les différentes dispositions de la Convention. Bien qu'elle soit non rétroactive, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas pour tout ce qui est tous les biens culturels sortis en fait avant les ratifications des États à la Convention. Et il est intéressant de noter en fait que cette Convention a influencé l'opinion publique et les institutions culturelles parce que de nombreux musées ont adopté cette date 1970 comme une référence pour enquêter sur la provenance des objets culturels. Cette convention vous intéresse parce qu'elle protège les livres et les manuscrits. Son article 1er stipule que les manuscrits rares et incunables, les livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial, isolés ou en collection, figurent parmi les catégories de biens culturels protégés.
Donc, en plus de cette protection offerte par la Convention, l'UNESCO a lancé en 1992 le programme Mémoire du monde pour faciliter la conservation du patrimoine documentaire mondial et assurer un accès universel à ce patrimoine. Dans le cadre de ce programme, l'UNESCO a également mis en place un registre international pour la mémoire du monde qui contient aujourd'hui 496 inscriptions de valeur universelle exceptionnelles telles que les 4 traités de la médecine tibétaine et le codex Manès. Pour promouvoir la préservation du patrimoine documentaire, l'UNESCO a également créé le prix UNESCO Jigshi Mémoire du monde en 2004. Le prix porte donc le nom du plus ancien livre connu comme ayant été imprimé à l'aide de caractères métalliques mobiles et qui est bien sûr inscrit au registre de la mémoire du monde. Ce prix, il est décerné à des individus, des institutions et des ONG qui ont apporté une contribution significative à la préservation et à l'accessibilité du patrimoine documentaire. Donc à l'UNESCO, nous travaillons particulièrement sur la protection du patrimoine dans les situations d'urgence, c'est-à-dire le patrimoine menacé par des catastrophes naturelles, par des crises, mais aussi par les conflits armés. Nous savons qu'en temps de guerre, le patrimoine est une cible. C'est ce qu'a reflété notamment l'affaire Al-Mahdi, qui a été reconnu coupable de crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques en 2012 sur les mausolées de Tombouctou. Ce dernier avait reconnu dans un entretien avec l'UNESCO la valeur hautement symbolique de son acte de destruction de lieux sacrés et historiques. Donc, dans ces contextes de guerre et d'instabilité, le patrimoine est vulnérable à des destructions, mais aussi au pillage et au trafic illicite. C'est d'ailleurs une préoccupation majeure du Conseil des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a adopté plusieurs résolutions qui reconnaît en fait le lien entre ce trafic et le financement des activités criminelles et terroristes. Pour mener à bien ces actions, l'UNESCO n'est pas seule et travaille conjointement avec ses États membres, mais aussi avec ses partenaires clés comme les Carabinieri, l'OCBC, Interpol, l'ICOM, l'OMD, Unidroit, ALIF, et je m'excuse pour ceux que je n'aurais pas cités. Donc nous formons ainsi des professionnels du patrimoine culturel, des forces de police et de douane pour protéger le patrimoine. Nous formons notamment les pays voisins des États pour lesquels il y a un haut risque de trafic de biens culturels. Nous formons les musées et les États pour mettre en place des inventaires d'objets culturels, des registres, et nous les sensibilisons également à déclarer les objets volés afin qu'ils puissent être enregistrés dans ces bases de données dont vous avez entendu parler aujourd'hui. Nous soutenons enfin les États dans le renforcement de leur législation nationale. Nous effectuons également, en collaboration avec nos partenaires, un monitoring des dommages infligés aux biens culturels en recoupant en fait les incidents signalés avec de multiples sources fiables et en analysant des images satellites. Donc nous l'avons fait pour l'Ukraine et nous le faisons actuellement. Donc nous sensibilisons également le marché de l'art et les musées au patrimoine en danger. Ce lundi 10 juin, nous avons accueilli à l'UNESCO un atelier sur le patrimoine afghan en danger. Et lors de cet événement, les experts présents ont relevé les objets les plus vulnérables au trafic, qui comprenaient différents manuscrits enluminés, des Korans en écriture koufique, des Korans avec d'anciennes traductions persanes, des manuscrits et documents pré-mongols et des documents de la Bactriane. Nous travaillons énormément sur la lutte contre le trafic de biens culturels en ligne, parce qu'avec l'essor des ventes en ligne, les plateformes Internet et les réseaux sociaux sont des canaux importants pour le trafic de biens culturels. Nous travaillons notamment avec le projet ATAR, qui mène des enquêtes documentées sur ce trafic. En 2019, ils ont publié une étude qui a révélé que 85 groupes Facebook s'adressant à un public de près de 2 millions de membres de la région des États arabes
avait utilisé en fait Facebook pour le trafic d'antiquités, y compris pour vendre des livres anciens. Donc comment cela se passe dans la pratique? On a un utilisateur qui poste sur le groupe une demande pour savoir s'il y a des livres anciens d'une certaine région, puis on a quelqu'un qui répond et qui propose une série de livres volés pour la vente. Selon l'étude Attar, plusieurs groupes extrémistes régionaux, dont l'État islamique en Irak et en Syrie, ont utilisé Facebook comme plateforme pour le trafic d'antiquités, que ce soit par l'intermédiaire d'autres personnes ou par interaction directe avec les acheteurs et les vendeurs. Donc, grâce à cette enquête de 2019 et suite à des discussions avec l'UNESCO, Facebook a décidé de modifier sa politique pour interdire la vente de tout bien culturel. Néanmoins, en fait, cette politique, elle ne règle pas le problème, car les moyens alloués pour la mettre en œuvre sont beaucoup trop faibles. Il revient en fait aux utilisateurs de dénoncer les ventes de biens culturels, et lorsque ces ventes sont dénoncées, Facebook simplement va retirer en fait toutes les informations sur cette offre, conformément à sa politique de ne garder aucune donnée, même lorsque ces données concernent des activités illicites sur sa plateforme. Cette politique est très problématique parce qu'elle efface en fait toute preuve essentielle pour soutenir des procédures judiciaires. Si nous prenons les biens culturels provenant de fouilles illicites, ces photos et vidéos que nous retrouvons sur Facebook ou sur d'autres plateformes sont souvent la seule preuve de l'existence de ces objets. En ce qui concerne les zones de conflit, je rappellerai que ces preuves peuvent même être utiles pour arriver à des conclusions de crimes de guerre. C'est grâce à notamment des vidéos YouTube que la CPI avait pu poursuivre des criminels qui avaient détruit les mausolées de Tombouctou. Donc nous travaillons à sensibiliser donc ces plateformes en ligne pour se rallier à la lutte contre le trafic de biens culturels, car cette lutte nécessite une action collective de tous les acteurs. Et donc j'en viens au marché de l'art. Donc nous essayons également de travailler avec le marché de l'art pour les encourager à adopter de meilleures politiques d'acquisition. Nous avons ainsi en 1999 adopté un code international de déontologie pour les négociants en biens culturels. Je précise, ce code est conçu, ce ne sont que des principes de déontologie et qui sont conçus pour les négociants les plus responsables, qui vérifient scrupuleusement la provenance des biens, donc qui ont la possibilité de le faire. Donc l'élaboration en 1999 de ce code a permis en fait de développer au niveau international des principes de déontologie afin d'atteindre l'idée c'était d'atteindre un certain degré de cohérence entre les différents systèmes juridiques. Donc nous travaillons aujourd'hui sur l'actualisation de ce code pour répondre aux défis d'aujourd'hui, notamment, je le disais, les ventes en ligne, mais aussi pour clarifier les principes qui régissent le marché de l'art, donc les principes de diligence requise que nous entendons donc de plus en plus fréquemment. Et je salue le dialogue initié avec le marché de l'art depuis 2022 sur la révision du code. Et nous allons poursuivre en fait ce dialogue vendredi 14 juin. Nous organisons un atelier qui réunit pour la première fois les États membres et les représentants du marché de l'art pour discuter sur ces principes déontologiques, partager les bonnes pratiques, partager les enjeux que vous avez mentionnés aujourd'hui. C'est crucial d'avoir ce dialogue pour que les États membres puissent entendre de vive voix quels sont les défis du marché. Et je remercie ILAB qui a accepté de participer le 14 juin à notre atelier. Vous êtes d'ailleurs tous invités à y participer. N'hésitez pas à venir me voir ou à m'envoyer un email pour vous donner accès aux locaux. Donc on a parlé beaucoup de la prolification des bases de données. L'UNESCO a également sa propre base de données. Donc c'est une base de données qui recense toutes les législations nationales pour la protection du patrimoine culturel.
Donc, elle permet un accès gratuit à plus de 3000 textes de loi en vigueur ou abrogés. Je dis abrogés parce que c'est important de connaître la législation plus en vigueur, mais qui était en vigueur lorsque les biens culturels sont sortis du territoire de l'État d'origine. Cette base de données est très importante, je pense, pour les professionnels qui exercent une diligence requise, surtout notamment suite à la régulation européenne qu'on a entendue qui entrera en vigueur l'année prochaine. Parce que dans le cadre de la diligence requise, en fait, les professionnels du marché maintenant sont tenus de s'assurer que les biens culturels n'ont pas été exportés de manière illicite. Nous sommes en train de moderniser notre base de données NatLaws pour la rendre plus accessible à des non-juristes. L'idée, c'est d'avoir des profils succincts pour chaque État qui résument un peu les biens culturels protégés, quelles sont les règles d'exportation. Et nous serons ravis de travailler avec ILAB pour peut-être avoir une petite section en ce qui concerne les réglementations des livres anciens. Nous n'avons pas encore entendu parler, je suis très surprise, de la base de données Interpol qui recense les objets volés à l'échelle internationale et donc qui est vraiment très utile. Nous, à l'UNESCO, nous avons également un système d'alerte lorsqu'une autorité nationale nous prévient d'un vol. Nous alertons, nous essayons de communiquer le plus possible dessus, mais évidemment, c'est indispensable que ce bien culturel soit ensuite enregistré sur la base de données d'Interpol. Et je pense que le colonel Percy Dussert vous la mentionnera. On n'a également pas entendu les listes rouges de l'ICOM, qui est un outil très utile pour aider les acteurs du marché de l'art à identifier en fait les typologies d'objets menacés et protégés par les lois des pays d'origine. Donc, au sein de ces listes rouges, il y a quand même plusieurs types de livres et d'œuvres d'art graphique qui sont protégés. Par exemple, sur la diapositive, vous pouvez voir des biens qui sont présents sur la liste rouge des biens culturels d'Europe du Sud-Est. Donc, avant de terminer, je voulais juste mentionner que nous sommes en train d'élaborer un musée virtuel qui verra le jour en 2025, donc un musée virtuel des objets culturels volés. Et qui permettra de sensibiliser le public sur l'importance de protéger le patrimoine et notamment les jeunes générations. L'idée derrière ce musée est aussi de rassembler les différents acteurs qui sont concernés par la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Donc nous exposerons dans le musée des histoires de bonnes pratiques. On en a entendu aujourd'hui sur des restitutions, des objets volés, quels sont les défis dans la matière. L'idée, c'est vraiment d'augmenter en fait la prise de conscience sur la protection du patrimoine culturel et une mobilisation des différents acteurs. C'est un peu ce dont nous avons besoin aujourd'hui, cette mobilisation. Et donc je remercie ILAB d'avoir organisé cette conférence que nous ne pouvons que saluer, qui nous réunit aujourd'hui et qui nous mobilise sur ces questions de provenance et de diligence requise. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Louise Maléco pour son intervention qui nous montre bien à quel point il est important pour nous, marchands de livres anciens, de collaborer avec des institutions comme l'UNESCO et de participer à des initiatives comme cette révision du Code international de déontologie des négociants en biens culturels. Je pense que c'est des choses primordiales aujourd'hui. Alors, nous réservons les questions toujours pour la